Il suffit simplement de s'ennuyer, de ne pas trop regarder le foot, la musique, d'être devant un ordinateur et d'avoir quelques passes internet. Maintenant, tout le monde m'a traité de fou, hein. Mais une personne a cru en moi et c'est tout ce qu'il me fallait. En fait, pour que votre génie marche, vos rêves marchent, il suffit qu'une seule personne, sur 7 milliards, une seule personne croit en vous et ça marche. Tulip peut aujourd'hui représenter dans 23 pays. Dans 3 ans, on occupe toute l'Afrique. Dans 5 ans, on sera plus connu que Google en Afrique. Nous avons déjà commencé par le secteur de l'agriculture, qui a le vent en poupe, le secteur aussi de l'alimentation scolaire. Nous sommes avec les institutions internationales. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre magazine hebdomadaire Dans les coulisses du succès. Un magazine qui vous décrypte, déconstruit, dépeint et décortique les échecs et les réussites des entrepreneurs et des entreprises à succès. Et aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un génie. C'est un inventeur guinéen de surcroît. Il est reconnu comme l'un des 50 meilleurs inventeurs du continent africain, médaille d'or au 47e Salon international de Genève. Il est celui qui a conçu la borne médicinale qui permet aux professionnels de santé d'ausculter les patients à distance, mais aussi il a conçu la tablette Health Scan qui permet de détecter la COVID-19. Son nom, c'est Muntaga Keita et il est le fondateur de Tulip Industries. Bonjour Muntaga. Bonjour. Merci de nous recevoir. Eh bien, merci aussi de m'accueillir. Toute l'histoire est partie d'un ordinateur portable et d'une clé Internet. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à une entreprise valorisée à 45 millions d'euros. Est-ce le cas? Oui, c'est bien le cas. Il suffit simplement de s'ennuyer, de ne pas trop regarder le foot, la musique, d'être devant un ordinateur et d'avoir quelques passes Internet, quelques mégas ou gigas. Et d'être curieux surtout, la curiosité, et puis ça va de soi. La plupart des inventeurs ne se sont pas vraiment formés pour ça, mais c'est par accident, ils sont tombés dans leurs inventions. Je pourrais dire aussi, c'est de l'ennui ici en Guinée, un an après être arrivé. À travers l'ennui, à travers les nécessités que je voyais dehors, je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer quelque chose non créé encore, et puis de le créer. Alors c'est parti de là. C'était une idée folle. Mais aujourd'hui, la folie est autour de vous et ça marche. C'est génial. Et ce qui m'intéresse beaucoup, vous avez un parcours très atypique. Vous êtes parti à la base, vous avez fait des études de droit, vous vous retrouvez directeur de banque, etc. Est-ce que vous pouvez nous dépeindre un petit peu votre parcours? Je suis né en Guinée, j'ai grandi à l'âge de 13 ans à l'internat en France. On était presque les premiers noirs à arriver là-bas, africains à arriver là-bas pour l'internat. Bon, j'ai fait mon cursus là-bas en France pendant 11 ans, même l'université de droit aussi pendant 4 années et demie. Mais ensuite, j'ai vu que ce n'était pas vraiment dans mes cordes vocales. Le droit français, disons que pour un Guinéen, c'était vraiment ennuyant dans le temps et c'était compliqué. Alors, j'ai préféré retourner au bercail pour mieux ressauter, aller aux États-Unis. Et là-bas, ça a été l'explosion de feux d'artifice. L'Amérique, il n'y a pas d'eux dans ce monde. Donc, vous voyez tout, vous sentez tout, c'est vraiment, vous êtes au maximum de vous-même. J'ai découvert beaucoup de choses, alors j'ai vite fait changer. J'ai fait la International Business, mes 4 années aussi, très vite. J'ai tout recommencé à zéro. Ensuite, un master en sciences au niveau des achats et négociations. Ensuite, je m'ennuyais, je suis parti pour un MBA. Mais aux États-Unis, vous pouvez étudier, en même temps travailler. Donc, dès que j'ai fini normalement mes 4 premières années, bon, que j'ai condensé en 2 ans, j'ai fini 4 ans de cursus, directement une banque, par accident aussi. Je demandais simplement à être caissier, stagiaire à la caisse,
Bon, ils ont vu mon CV de la France et tout, ils ont décidé de me donner ma chance en tant que banquier direct avec mon bureau. Donc c'est parti de là. Donc c'est par accident là aussi, et je ne me suis plu. Au début c'est dur. Ensuite j'étais l'un des 3 meilleurs banquiers dans plusieurs banques là-bas de toute la sous-région. Mais à la fin, la banque, c'était toujours pas aussi mon cursus. C'était toujours pas ce qui m'animait. Alors j'ai décidé d'aller en droit encore à l'université de Harvard pour la dernière année, étudier seulement la négociation et la résolution des conflits. Je savais que ça, c'était utile partout dans le monde, savoir négocier dans toutes les situations et résoudre des conflits, on en a besoin surtout ici. Après cela, plié bagages, mis dans un conteneur, revenu au bercail, contre l'avis même de certains membres de ma famille. Mais il fallait revenir au pays parce que c'était une promesse. Aller étudier, se former et revenir. Parce que les gens ont besoin de ce que je sais ici. Voilà. Alors, pourquoi cette migration? Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait des études de droit, directeur de banque, etc. Et vous vous retrouvez dans un autre monde totalement différent. Pourquoi cette migration? Vous savez, on le fait tous, hein. Ça m'est aussi arrivé. On fait un job parce que le job nous paye très bien. Par exemple, être banquier, c'était vraiment un boulot noble. La grande Mercedes avec les beaux costumes, les belles réunions, c'est beau. Mais en fait, c'est beau pour qui? Pour vous ou bien pour ce que vous croyez que comment les gens devaient vous voir? Je me suis aperçu à un moment de ma vie que tout ce que je faisais là, socialement, matériellement, c'était excellent. Mais en fait, pas vraiment pour moi, hein. Je faisais seulement que remplir mes conditions comme si j'étais piloté par la société et par ma famille. Parce qu'après tout, être juriste dans le passé, c'était une décision de la famille. Tu seras juriste. Le grand frère sera médecin. Et c'est comme ça, tout est distribué comme ça. Vous savez, en Afrique, vous obéissez parce que les parents savent mieux que vous, ils ont plus d'infos que vous. Moi, par exemple, mon fils là, je le vois astronaute, mais peut-être qu'il va vouloir être danseur de ballet ou bien chanteur, je ne sais pas encore. Donc, ils ont décidé pour moi, j'ai dit amen, je l'ai fait. Mais à la fin, vraiment, ce qui me plaisait, c'est une toute petite chose que je faisais depuis gamin. Prendre un bain, mettre ça dans une prise pour voir c'est quoi le courant, démonter la radio. Donc, c'est ma petite passion d'enfance. J'ai décidé de vraiment professionnaliser cela. Essayer de voir si je peux bricoler. Moi, je fabriquais mes jouets quand j'étais enfant. Mes voitures, Mercedes, Volvo. Ah oui, la passion n'est pas née en Europe. La passion est née ici, j'avais 4 ans à 5 ans, ici en Guinée, dans les années 80. Attention, la plupart des génies ici, des inventeurs, leur passion est née depuis l'enfance. Voilà, donc la plupart croient que je suis américain, français, venu en Guinée. Non, je suis guinéen, revenu en Guinée. Bien sûr, j'ai la nationalité d'un autre pays aussi, l'Amérique. D'accord, j'en ai profité, j'en profite toujours pour les voyages, d'accord. Mais je suis à la base d'origine guinéenne. I am Guinean American. C'est ce qu'on dit aux États-Unis. Voilà. Alors, Tulip Industries a commencé en quelle année et surtout, comment vous avez fait pour développer de nouvelles compétences? Parce que faire des bornes médicinales, etc., ça n'a rien à voir avec ce que vous avez appris. Vous savez, tout ne vient pas tout d'un coup. C'est en mangeant qu'on a l'appétit. Alors, les premières choses, tu commences tout petit. Je m'ennuyais, j'avais mon job ici, une fois rentré, j'étais sales executive dans une grosse société internationale ici. Ça me payait très bien, j'étais très à l'aise. Je me demandais même quoi faire de l'excédent de mon salaire. Mais je vous jure que ce n'était pas ce qui me rendait heureux. Ce qui me rendait heureux, c'est quand je revenais à 19h après tous les embouteillages, que je me jetais sur mon ordi avec mes passes Internet là, et que je travaille sur la modélisation 3D. J'étais au paradis. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça m'animait jusqu'à 1h, 2h du matin. Le lendemain, j'étais tout le temps en retard au boulot en ville. Mais c'est ça qui m'animait. Alors, c'est petit à petit, depuis juin 2014, 30 juin, j'ai commencé. Je m'étais même pris en photo. Et petit à petit, de 2014 à 2015, c'était la confection en 3D. Mais à partir de 2016, j'ai commencé à confectionner maintenant réellement. Je me suis cherché un jeune soudeur qui m'a aidé parce que je ne savais pas faire la soudure. Donc c'est petit à petit, 2014, 2015, théorie, 2016, 2017, la pratique. On a sorti la borne, semaine du numérique, j'ai vu qu'il y avait un engouement, j'ai gagné le 2e prix. Je me suis posé la question, mais pourquoi pas rentrer dans cette aventure? Après tout, si vous voyez Elon Musk, si vous voyez Sir Richard Branson, si vous voyez même les Bill Gates, ils se sont lancés dans une histoire folle qui n'existe pas. Je me suis dit, cette fibre américaine-là, et si je la portais ici? J'ai foncé dedans. Maintenant, tout le monde m'a traité de fou, hein. Des amis, aux copines, à la famille. Mais une personne a cru en moi et c'est tout ce qu'il me fallait. En fait, pour que votre génie marche, vos rêves marchent, il suffit qu'une seule personne, sur 7 milliards, une seule personne croit en vous et ça marche.
Ça a été mon père. Il a cru, on a foncé. J'ai mis mes sous, il a mis quelques sous. Tulip existe grâce à ça. Wow. C'est génial. Alors, au début, vous avez commencé, comme vous le disiez, en 2014. Vous étiez seul. Et comme vous l'avez dit, vous avez pris un soudeur qui vous a accompagné et mettre toute cette industrie en place, ça demande quand même des compétences, des ressources humaines. Alors, comment vous avez fait pour avoir votre personnel? Est-ce que c'est des Guinéens qui ont étudié ailleurs pour venir? Ou est-ce des partenaires que vous aviez à l'international? Ou est-ce que c'est des jeunes Guinéens que vous avez pris en place ici et que vous avez formés pour développer les compétences afin qu'ils puissent être utiles pour vous? Alors, c'était un dilemme. Au départ, je me suis dit, bon, peut-être que je ne pourrais pas faire avec les Guinéens d'ici qui ne sont jamais sortis parce qu'ils n'ont pas été exposés à tout ça. Mais d'autre côté, lorsque j'en ai parlé à mon épouse que j'ai épousée en 2016, elle m'a directement dit, il ne faut pas minimiser le Guinéen. Vous venez d'arriver, tu viens d'arriver après 23 ans, mais il n'y a que des pépites ici. Donne une chance. Va peut-être prendre les gens dans ces universités qui finissent et essaye, tu seras surpris. Et elle m'expliquait, si moi je suis aujourd'hui journaliste, je m'exprime comme quelqu'un qui a fait Paris ou bien la Côte d'Ivoire ou bien autre chose, le Sénégal, et les autres, pourtant je n'ai pas été ailleurs. Je dis d'accord, j'ai rien à perdre, au contraire, c'est même moins cher pour moi. Parce que les Guinéens ou d'autres qui sont à l'étranger, lorsqu'ils arrivent ici, attention, hein, ce n'est pas moins de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. On ne peut pas au départ. Moi-même, je ne touchais pas ce salaire. Alors j'ai pris ce que mon épouse a dit et je l'ai fait. J'ai recruté au départ des petits stagiaires et j'ai vu que c'était des pépites qui accomplissaient même un meilleur job que la personne qui venait de France, qui croyait. Non, au contraire. Beaucoup de personnes, plusieurs personnes que j'ai recrutées qui venaient de l'étranger avaient des compétences moindres que les gens qui étaient là. À ma bonne surprise. Et donc, j'étais au paradis. Donc, vous avez un pays qui regorge de pépites. Je vous le dis parce que je le sais et j'ai expérimenté grâce au conseil de mon épouse. Il n'y a que des pépites. Les gens qui jouent un peu aux idiots le veulent, mais c'est volontaire. Mais en fait, s'ils veulent être des pépites, ils peuvent être des pépites. Alors, on a pris ces jeunes, ça a marché. Ensuite, on a fait un programme avec Bossège aussi, qui fournissait avec le ministère de la Jeunesse qui fournissait des jeunes, puis nous aidait à les financer, stagiaires. Là, maintenant, je suis parti pour une vingtaine. On a commencé, bon, on a eu beaucoup de difficultés au départ, mais tout a pu se résoudre parce que dans ces jeunes recrutés, certains, je les ai donné des contrats qui sont restés. Ensuite, les institutions internationales telles que la Banque mondiale ont vraiment cru en nous. Ils sont venus, ils ont vu des jeunes de Bossège, des jeunes recrutés aux alentours, mais ils ont vu quelques bornes faites. Ils ont aimé, le vice-président Gana Mafez a vraiment aimé tout son groupe aussi. Mais ils nous ont fait confiance. Ils nous ont donné un petit contrat pour un projet pilote. Aujourd'hui, vous voyez ces projets pilotes qui sont là, qui sont en cours de déploiement pour les agriculteurs. Tout est parti de là. Et une fois que la Banque mondiale vous fait confiance, qu'est-ce qui se passe? Les autres institutions aussi vous font confiance. Après, le programme alimentaire, après, voilà. Et c'est parti. Et c'est parti. C'est effet boule de neige ou bien effet feu d'artifice. C'est comme ça, c'est parti. C'est pas facile, mais on est dedans. On reviendra sur ça tout à l'heure. Maintenant, je veux qu'on s'intéresse aux ressources matérielles. Parce que là, je veux savoir, est-ce que le matériel que vous utilisez pour concevoir et la borne ou un peu plus tard la tablette dont on parlera, est-ce que vous avez importé ce matériel-là ou est-ce que vous les aviez déjà sur la Guinée? Regardez. Lorsque vous voyez que les choses importées en fait peuvent être faites ici par vous-même, eh bien, utilisez un peu 1 + 1 = 2. Il me suffisait simplement, si j'ai besoin des tables d'ingénieur qui coûtent minimum 1 700 $, importées sans même le coût du transport, ce qui est autour de presque 17 millions plus les coûts du transport. Vous êtes dans les 20 millions pour une table et j'en ai besoin de plus d'une dizaine. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez toutes les images. Vous partez en 3D dans votre logiciel, dans votre laptop. Vous reproduisez cela, chaque morceau. Vous scindez cela, décomposez. Vous descendez chez le soudeur en bas. Vous faites toute la partie métallique. Vous appelez un petit menuisier du coin. Vous lui donnez les mesures prises à partir des images 3D. Il vous découpe bien. On vous lamine, comment on dit là, un plateau là-dessus. Et toutes les tables que vous voyez là, d'une valeur de plus de 20 000 $, ont été fabriquées ici à Tulip, y compris ma table de conférence, fabriquée ici même, à l'intérieur de Tulip. Je ne peux pas vous dire l'économie qu'on a pu faire,
mais tout est fait ici. La table sur laquelle le vice-président de la Banque mondiale s'est assise avec tout son groupe a été faite ici par nous à Tulip. Et toutes ces tables d'ingénieurs, et même de l'autre côté, recherche et développement, leur table d'ingénieurs, tout a été fait ici. C'est comme ça aussi on économise. Wow. Voilà. C'est génial. Et maintenant, je veux savoir, vous étiez médaille d'or au 47e Salon international de Genève. Alors, quel est le processus qui vous a mené là? Alors, c'est un peu complexe, mais simple aussi en même temps. Écoutez, lorsque vous avez une innovation, n'en parlez pas d'abord. Allez breveter. Alors, la première chose que j'ai fait, et bizarrement, ce n'est pas un intellectuel, c'est un commerçant illettré qui m'a donné ce tuyau d'aller faire breveter. Parce qu'en fait, à Madina, les commerçants qui importent des pagnes font breveter les motifs, ici même, à l'OAPI, qui relève du ministère de l'Industrie, aussi de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, basée à Yaoundé. Alors il m'a dit, ah, eux, ils font breveter, et il m'a même donné l'adresse où il faut aller. Donc j'ai été voir M. Kaba à l'OAPI, qui est le DGA, génial, avec M. Ba, le DG. M. Kaba m'a vraiment aidé, vraiment. Surtout à corriger la rédaction. Vraiment, nous avons des cadres compétents. Même s'ils sont dans une masse de beaucoup de fonctionnaires, mais des gens consciencieux, compétents, je tiens à le dire. Parce qu'il m'a aidé jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le brevet soit bien établi d'abord ici. J'ai payé les droits. Ici 100 € à la banque et tout a été mis. Ils ont envoyé ça par courrier express à la maison mère. Une année, presque 13 mois pour revoir. Après avoir été vu par un collège, on m'a décerné un brevet. Une fois que j'ai eu ce brevet-là diffusé au bulletin officiel de l'OAPI au niveau Afrique, sur 17 pays, et bien là, l'OAPI maintenant m'a invité au Bénin. Au Bénin, j'ai eu d'abord la première médaille qui venait aussi de Genève, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ça, c'est la plus grosse médaille que j'ai pu acquérir. Donc, une fois que je l'ai eu, ensuite, il y avait cet événement à Genève qui rassemblait 800 inventeurs avec brevets, qui ont des brevets, à Genève, avec 30 000 visiteurs. Alors, l'OAPI maintenant a décidé, vu que j'avais déjà vu cette médaille d'or de l'Organisation mondiale, d'aller représenter les 17 pays d'Afrique avec une autre jeune dame qui venait aussi du Gabon, qui avait des produits cosmétiques. Donc, on a été représentés. Mais une fois là-bas, on s'est aperçu qu'il y avait les Saoudiens, qu'il y avait les Taïwanais, qu'il y avait la Chine. Nous, j'avais 2 mètres carrés, elle avait 2 mètres carrés. Taïwan, je crois, eux, ils avaient quelques 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Les Chinois, on a eu l'impression, eux, ils avaient 2000 mètres carrés. Les Saoudiens, on ne parle pas. Okay? Tout le monde nous dépassait au niveau matériel, au niveau argent. Nous, on est là. Petit, africain, notre invention. Mais tenez-vous bien, les délégations maintenant sont passées pour analyser chacune des inventions, la pertinence. Il y avait une grande coupe là-bas. Ça a été gagné, je crois bien, par les Taïwanais. Une grande coupe du salon. Mais dans la catégorie électronique, informatique, il y avait des gens qui avaient des gadgets avec des réalités augmentées. Mais c'est Tulip, c'est Muntaga Keita qui a eu la médaille d'or côté électronique, section C. OK, du Salon de Genève, avec plus de 800 exposants. Ensuite, nous avons eu la délégation des inventeurs de France, eux aussi, qui regardaient toutes les inventions pour attribuer à une. Alors, l'équipe du Canada a eu, et Muntaga Keita aussi a eu, parce que le brevet, c'est sous mon nom. Alors, j'ai eu aussi la médaille d'or, le macaron, la médaille d'or des inventeurs de France, okay, avec leur diplôme. Ensuite, il y a eu la délégation des inventeurs d'Europe. Eux m'ont décerné le prix Léonard de Vinci des inventeurs d'Europe. Là aussi, bardé de tout cela, je suis arrivé en Guinée et bien sûr, vos médias étaient là pour nous accompagner à l'aéroport et c'était génial. Donc c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est petit à petit. Quand il faut se lancer, lancez-vous. Quelquefois, vous voyez une porte fermée devant, ne vous inquiétez pas, Dieu ouvre les portes quelquefois dès que vous arrivez à côté. Mais il faut arriver à côté pour que ça s'ouvre, ce n'est pas de loin que ça s'ouvre. Comprenez? Il faut foncer. Alors, je suis bluffé. Franchement, permettez-moi, félicitations. Merci. Ça fait la fierté de la Guinée. Et par la même occasion, j'abonde directement sur le business model de Tulip Industries. C'est quoi votre business model aujourd'hui? C'est très simple. Nous, vous venez avec vos problèmes. Vous nous dites, nous voulons digitaliser ce secteur. Nous avons rencontré tel. On vous dit très simplement, ce n'est pas la peine d'importer. On va créer une solution taillée sur mesure. Par exemple, ces solutions que vous voyez financées par la Banque mondiale, à travers le PEDEC pour fournir à l'Ampoca ici,
qui est au ministère de l'Agriculture. Ils sont venus avec un problème qu'on n'avait jamais abordé. Comment digitaliser tous ces agriculteurs, les répertorier, le e-voucher aussi, pour qu'ils puissent obtenir les intrants sans problème et tout ça. Comment le faire? Comme le recensement aussi. On les a dit, d'accord, nous on va vous trouver une solution. On a fait le cadrage des problèmes, ils ont envoyé cahier des charges, on a proposé les solutions, on a négocié et puis tout était bon. Ils ont financé un départ, on s'est lancé dedans. Aujourd'hui, ces solutions, allez-y à Koyaville, allez-y à Dubrika. La semaine qui arrive là, on va à Bokeh, on ira jusqu'à Yomo. On va digitaliser l'agriculture, tous les agriculteurs guinéens, de Conakry à Yomo. Voilà. Le déploiement, c'est déjà parti en fait. Le déploiement, on a déjà commencé. On a commencé les 2 préfectures, 3e préfecture. Au fur et à mesure, on va placer sur 10 préfectures là. Et le projet sera évalué. Ça fonctionne bien. On lance la grande envergure si la Banque mondiale accepte bien de continuer encore avec nous. Puis c'est fini. C'est génial tout ça. Alors, c'est quoi la tablette HealthScan? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette tablette-là? Alors la tablette HealthScan, au départ, j'ai pensé à une tablette. Je me suis dit, si un jour on avait l'histoire se répétait, 22 novembre 1970 ou bien en l'an 2000, l'invasion, nos troupes ont besoin de quelque chose. Parce qu'en fait, Tulip essaie d'aller dans tous les secteurs. Éducation, agriculture, sécurité et tout. Alors on s'est dit, bon, la partie civile, des militaires, parce qu'ils ont une partie civile, ils ont besoin de quelque chose, quand même, s'ils sont en campagne ou autre chose, renvoyer les images à l'hôpital militaire. Alors, on a conçu la tablette pour pouvoir diagnostiquer un militaire qui se prend une balle, par exemple, le scanner, l'échographie, en pleine brousse. Hein. Et si on peut envoyer ici à la 3G ou autre, on peut envoyer les images de façon très sécure à l'hôpital militaire. On s'est dit, d'accord, inventons ce truc créant. Donc, on a créé, avec l'imagerie thermique et tout. Pendant qu'on créait, Covid est tombé sur nous. Okay. Alors là, on s'est dit, soit on attend que les militaires s'approprient ça, soit on dit, bon, Covid aussi, c'est une guerre. On va déclassifier ça, au lieu d'attendre dans un an, allez, on va libérer ça et montrer. C'est pour ça, au départ, par exemple, le prix était autour de 10 000 €, 100 millions, la tablette, parce que ça n'existe nulle part. Alors on a décidé de descendre jusqu'autour de 3 000, mais après on était obligé de remonter. Donc vous savez, lorsqu'on crée quelque chose, on a dit le prix trop cher, mais aller à l'international, vous verrez qu'on est 100 fois moins cher qu'à l'international. Il faut toujours se comparer par rapport à l'international. Donc c'est ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, on a pu ajuster les prix, mais la tablette a encore beaucoup plus de fonctionnalités que celle que vous avez vue auparavant. Beaucoup plus, avec l'intelligence artificielle, elle est prête à ça, avec l'échographie aussi maintenant qui est parfaite, soit convexe pour les femmes enceintes ou le cœur, soit linéaire pour ceux qui ont des problèmes au niveau de l'irrigation du sang. Donc, on l'a rendu beaucoup plus sophistiqué encore. Au lieu de 2-3 options, on en a maintenant 4 options, mais c'est la totale là-dessus. Donc, cette tablette, ce n'est pas seulement pour Covid. Et pour Covid aussi, elle ne détecte pas vraiment Covid, elle met en évidence les symptômes de la Covid, comme par exemple la saturation et la désaturation en oxygène du sang, c'est un indicateur. Comme par exemple une forte fièvre, la température, avec la caméra thermique de la tablette, on peut vraiment mieux lire, vous comprenez, le rythme cardiaque. En associant les 3 paramètres-là, on peut se dire qu'il y a un risque là. Pour ceux qui sont symptomatiques. Mais pour les asymptomatiques, ça c'est notre problème. Vous comprenez? Donc nous, on est là pour assister, pour renforcer les capacités. Et cette tablette et la borne HealthScan, ça sert à ça aussi. Alors, avez-vous bénéficié du soutien de l'État? Par exemple, que l'État guinéen vous achète quelques tablettes. Est-ce que cela est une réalité aujourd'hui en Guinée? À travers la Banque mondiale, le programme de la Banque mondiale, le ministère de l'Agriculture quand même a signé avec Tulip Industries, avec le ministère des Finances. Sur le contrat, il y a ministère des Finances, Agriculture et Tulip Industries. Le tout a été instigé quand même par la Banque mondiale qui est venue là, okay, qui prête main forte financièrement à l'État et l'État signe avec nous. Ce n'est pas la Banque mondiale qui signe avec nous, mais à travers elle, l'État signe avec nous. Là, oui, nous sommes dans ce cadre. Et l'AMPROCA qui relève du ministère de l'Agriculture a été superbe avec nous. Le PEDEG aussi nous accompagne, nous travaillons avec eux. Au niveau santé, c'est là où nous avons beaucoup plus eu de difficultés. On ne s'y attendait absolument pas parce qu'on s'est dit quand même, si on fabrique Made in Guinée et ça fonctionne et ça gagne des médailles d'or, l'État guinéen au niveau médecine s'accaparait. Eh bien non, à notre horreur, surprise, non, ça ne s'est pas passé ainsi. Alors, nous avons déjà
envoyé le contrat, il y a une convention aussi qui est en cours. Il y a un projet pilote aussi en gestation, mais c'est très lent. Alors là-dessus, quand même, il faut qu'ils nous aident. Parce que voir les Guinéens souffrir dans les hôpitaux, savoir que d'autres Guinéens inventent le matériel qui puisse aider et ne pas faire grand-chose, tergiverser, tourner autour, ça rend malade. Moi et vous, on peut tomber malade. Les bandes agricoles, par exemple, peuvent attendre. D'accord. C'est urgent, ça aussi, mais ça peut attendre. Mais la santé, d'abord. Et lorsqu'il y a des retards là-dessus, ça tue tout. Aujourd'hui, nous sommes en attente d'une réponse du ministère de la Santé pour savoir si on continue ou bien si nous, nos bandes de santé qui sont là, on doit les vendre ailleurs. Donc, comme je le dis encore, pour toujours, il faut qu'ils mettent la main à la poche. Mais il y a aussi les institutions internationales qui veulent les prêter main forte financièrement. Et nous aussi, on a déjà vu des institutions qui veulent les prêter main forte. Mais le problème, c'est où? C'est au niveau de la prise de décision. Il n'y a personne pour dire « allez, on y va ». Et là, ça énerve, ça fout en boule parce que vous vous dites « c'est pas le matériel qui manque, c'est pas l'argent qui manque. Tout ce qui manque, c'est une décision politique et la décision n'est pas prise. » Mais fonçons, ce sont des Guinéens qui fabriquent pour des Guinéens, pour l'Afrique. Fonçons, cela ne peut que renforcer l'image de la Guinée encore. Pendant que le chef de l'État parle de « on veut créer des champions nationaux », Tulip Industries, Muntaga Keita, c'est un champion qui est là. Mais écoutez, quand le Sili National, bon, je les aime bien, hein, quand le Sili National part et perd et revient, vous avez des milliers de personnes à l'aéroport qui les accueillent. Ils sont accueillis par tout le monde. Vous comprenez? Quand l'équipe de basket part et revient, ils sont aussi accueillis. Quand des inventeurs vont et reviennent bardés de médailles, comme des généraux nord-coréens, tout le monde s'en fiche. Mais non, on ne le fait pas pour nous personnellement, on le fait pour notre nation. Parce que sinon, moi, je m'y plairais bien encore d'être dans une banque ici, de commander une banque. Pourquoi ne pas être PDG d'une banque? Je connais mieux la banque même que cette histoire d'invention. Mais si je le fais, c'est parce que si je ne le fais pas, qui le faisait déjà? Personne. Si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que ça sera fait? On va se mettre de plus en plus, vous savez, les objets connectés. Ce sont des pièges. Les montres que vous portez Google, les montres que vous portez Apple sont en train de prendre vos données sanitaires qui coûtent 6 fois plus cher que les données financières et en train de les envoyer à l'extérieur du pays pour que ces gens fabriquent des algorithmes qui vous contrôleront plus tard. Fabriquons pour nous, gérons nos données à la maison, chez nous-mêmes. Vous comprenez? Des algorithmes qui nous comprennent nous, parce que ça nous appartient, c'était fait par nous. Mais si on laisse d'autres, on ne fait qu'importer, ça n'ira que de mal en pire. Effectivement. Alors aujourd'hui, parlant vu que la Guinée aujourd'hui n'est pas forcément en train de vous encourager en achetant les tablettes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vos produits, soit la tablette, se retrouvent par exemple à l'international? Est-ce que vous avez des clients d'autres pays qui achètent avec vous? En ce moment, par exemple, nos tablettes, nous avons décidé même de solliciter. Je vous dis, ce n'est pas un problème d'argent. Hein. Alors, ceux qui ramènent toujours au problème d'argent, c'est un faux débat. Okay. Nous avons très facilement sollicité une institution internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a gracieusement décidé même de financer plusieurs tablettes qu'on a offertes au ministère de la Santé pour l'hôpital d'Anka. Aujourd'hui, vous allez en unité infectiologie, ils utilisent nos tablettes. Ça a été financé par l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a contactés à partir de Paris, on les a contactés. Ça a été facile, au bout de quelques mois, l'argent a été débloqué. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Mais là aussi, bon, on a eu un petit soutien quand même du ministère de la Santé, là quand même, qui était là pendant l'inauguration aussi, qui était là dans les courriels qu'on partageait avec l'OIF. On a pu les fournir ces quelques tablettes. À l'étranger, Tulip est aujourd'hui représenté dans 23 pays. 23 pays, y compris dans les départements d'outre-mer en France. Par exemple, la Martinique, la Guadeloupe, nous avons un agent en Guadeloupe. Nous avons aussi en Allemagne une clinique représentée par une clinique. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Nous sommes jusqu'en Mozambique. Ça, c'est le dernier pays acquis. Donc, toutes ces représentations, toutes ces ambassades de Tulip sont là, négociées avec les gouvernements et nous allons acheminer maintenant dans tous ces réseaux en même temps. Nous négocions aussi avec une compagnie aérienne internationale pour pouvoir acheminer en moins de 24 heures les bornes partout en Afrique. Aujourd'hui, est-ce possible d'avoir une idée du chiffre d'affaires déjà produit par Tulip Industries?
Bon, là, quand même, au niveau des finances, nous préférons réserver un peu cela aux banquiers qui souhaitent investir parce que c'est une information confidentielle. Mais je vous donne seulement une idée. Nous avons fait seulement des calculs théoriques de valorisation. La valorisation, c'est pour dire si aujourd'hui je devais vendre mon entreprise, combien cela pourrait représenter sur le marché. À l'international, vous allez en bourse, on dit votre entreprise vaut ça, ça, ça. Nous avons fait un exercice financier que nous avons fait vérifier. C'est valorisé autour de 45 millions d'euros. Si aujourd'hui je devais vendre mon entreprise à Google par exemple, ou à Siemens, ou à Philips, ou bien à Bosch, par exemple, c'est à ce prix qu'on commencerait à négocier 45 millions d'euros. Pas 45 millions de francs guinéens, mais 45 millions d'euros. C'est à ce prix qu'on commencerait. Mais maintenant, certains disent que la valorisation est virtuelle, cela ne représente pas la réalité. D'autres disent quelquefois que même 45 millions, ce n'est pas assez parce que si on voit toutes les perspectives, les contrats qui commencent à venir ces 23 pays, ça dépasse. Si je vous prends par exemple un exemple, une entreprise qui, par drone, amène les poches de sang au Rwanda. Okay. Cette entreprise n'a que deux pays, le Rwanda et puis le Ghana. C'est une start-up. Ils ont pu faire une levée de fonds de 200 millions de dollars. Ils sont valorisés à 1,2 milliard de dollars. Mais nous, on est plus grand qu'eux au niveau surface, au niveau nombre d'employés, et on a 23 pays avec 27 représentants. Donc si on devait faire une vraie valorisation de Tulip, ce n'est pas 1,2 milliard comme les autres qui ont deux pays, c'est largement au-delà. Mais on préfère rester autour de 45 millions, c'est gentil, en euros quand même. Génial. Alors c'est quoi aujourd'hui la vision de Tulips Industries? Comment vous vous représentez Tulips Industries, voire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? On sait que l'imagination c'est votre fort. Alors comment vous imaginez Tulips Industries dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Dans 3 ans, on occupe toute l'Afrique. Dans 5 ans, on sera plus connu que Google en Afrique. Ça, je vous le promets. C'est clair pour vous, en fait. Clair et net, parce que nous avons déjà des innovations ici pour les prochaines 12 années. Il y a des innovations ici, je ne peux pas les sortir même dans 2 ans. Ce serait un choc. Regardez ces bandes qui sont là. Elles ont été innovées en 2014. C'est seulement en 2020 qu'elles ont été vendues. Soit 6 ans après. Alors, les innovations que les recherches et développements sont en train de faire dans ce labo, que personnellement, je suis en train de piloter là, je ne peux pas les sortir l'année prochaine ni l'année d'après parce que cela bouleverserait les choses. Même au niveau législation en Guinée, ils ne sont pas prêts. Je vous dis, ces innovations, même si je les apportais à Paris aujourd'hui, la législation ne serait pas prête. C'est en avance carrément. Au même niveau là de recherche que par exemple une entreprise comme Boeing. Boeing est en train de faire les recherches sur une sorte de, je ne dirais pas le nom, on est au même niveau là, au même niveau. L'étude a été faite ici, les maquettes en 3D, tout a été fait, les dimensionnages. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment l'analyse du stress des métaux. C'est-à-dire, nous, on peut virtuellement créer, par exemple, la chose et mettre une force là-dessus, voir si le métal va se tordre ou casser, à quelle force. Si la chose, par exemple, se cogne, il y a un accident, à quel moment, quelle force, à quelle altitude, par exemple, la chose va se briser. Ce sont des études de contraintes qu'on fait avec des logiciels très sophistiqués. Je ne peux pas vous dire plus parce que sinon vous risquez de deviner de quoi il s'agit. Mais il y a des technologies quand même ici. Dans 2 ans, on ne peut pas. Et ça, c'est plusieurs technologies. Donc, nous-mêmes, on est obligés de s'adapter au fur et à mesure que la Guinée évolue. Au fur et à mesure, maintenant, on fait sortir. La tablette, la mangue était mûre, on a fait sortir. Les autres technologies, bon, il faut quand même attendre. Sinon, ça va faire grincer des dents. Génial. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez au sein de votre boîte? Vous savez, gérer les machines, gérer les innovations. Les innovations viennent comme de la pluie. Gérer l'être humain est la chose la plus compliquée. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université aux États-Unis, la prof, elle parlait de l'intelligence émotionnelle. Elle disait, tu as beau sortir docteur de la meilleure des universités, tu n'es pas le plus intelligent. Mais ta grand-mère au village, qui a une meilleure intelligence émotionnelle que toi, est plus intelligente. Ma grand-mère paternelle, paix à son âme, n'a jamais été à l'école. Mais un jour, j'étais fâché contre ma sœur, elle m'a dit, prends chacun selon son esprit. Ça, c'était la formule, E égale à MC au carré. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Prends chacun, Toki Soroki, prends chacun selon son intelligence. Alors, c'est difficile maintenant lorsque vous avez de 72 à 74, plus ou moins quelques stagiaires. Vous devez vous adapter à 74 personnalités différentes. C'est difficile.
Au début aussi, les gens ne savent pas du tout ce qu'on fait. Ils ont beau avoir un diplôme, ils croient savoir, mais ils arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout. Les former jusqu'à ce qu'ils gagnent le niveau, c'est tout un truc. Et ça, c'est un sacrifice que beaucoup d'entrepreneurs, surtout guinéens, n'aiment pas faire. Et ils veulent vous prendre, vous savez tout. Ils ne veulent pas vous former. Combien d'entreprises ici réellement vous prennent et vous forment et investissent socialement en vous? Parce que c'est l'investissement social qu'on fait ici. Il n'y a pas une Bentley, une Maserati garée dans ce parking ici. Il n'y a que des vieilles voitures. Tulip investit dans ses employés. Tout n'est pas parfait. Mais on fait tout pour que les employés soient dans la meilleure des conditions, comme à la Silicon Valley, ou voire même meilleure. Okay? On est flexible au niveau des heures. On a un restaurant ici, 3 étoiles en haut pour les employés. On a une très grande salle de gym, très grande là-haut, là-bas. Tout est gratuit pour qu'ils se sentent à l'aise parce qu'ils ont tous moins de 35 ans. Beaucoup ici ont 20 ans, 22 ans, 25 ans. C'est encore des enfants qui sont nés au moment où moi j'allais en boîte de nuit. Génial. Alors parfois, en tant qu'entrepreneur, on doute. On a envie de tout arrêter, de tout abandonner. Est-ce que quand ces moments vous arrivent, parce que je sais obligatoirement que ça vous arrive, déjà d'ailleurs même à plusieurs moments ça vous arrive, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous faites pour pouvoir remobiliser l'énergie et de pouvoir tenir? J'aime bien dire cette phrase que j'ai aussi piquée ailleurs. Il y a des jours où je n'ai pas envie de me réveiller. Il y a des jours où je n'ai pas envie de me brosser les dents, ni de sortir du lit. Il y a des jours où je flâne jusqu'à 11h midi au lit avec mon téléphone sur les réseaux sociaux à rien faire parce que je suis déprimé. Pas à cause de l'argent, mais parce que c'est dur. Ça prend... Vous savez, la première fois lorsque j'ai commencé ici, au bout d'1 an, j'ai dû me retrouver là-bas chez le cardiologue. Oui, à la CNSS en ville, parce que j'avais des palpitations cardiaques, parce que c'est ce que ça fait. Être leader, même politicien ou dans ce domaine, ça, disons que votre cœur ne bat pas comme ça. Il bat quelquefois en rond dans toutes les directions, quoi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, là aussi, j'ai piqué quelque part que j'ai vu de Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'aime beaucoup l'histoire. Lorsque les bombes éclataient à Londres, l'Allemagne nazie avait saisi la planète entière et qu'on disait, mais monsieur le Premier ministre, comment vous faites pour vous coucher sur votre canapé du bureau et vous dormez? Il dit, je dis seulement merde au monde et je tourne le dos et je dors. Donc c'est ce que je fais. Je dis merde à tout. Je flâne devant la télé ou devant mon truc et je laisse passer parce qu'en fait, le temps ne garde jamais les choses intactes. Tout s'améliore ou tout s'empire, mais le temps, c'est comme une rivière. Donc je laisse le temps là passer. Peut-être qu'une musique ou quelque chose va me raviver. Mais la musique aussi. Mettez une très bonne musique. Prenez vos enfants. Pensez à autre chose. Ça vous ramène à zéro. Vous lâchez prise. Mais les enfants surtout, ça vous ramène à zéro. Et vous repartez encore. Donc c'est une sorte de vie, mort dans l'âme, vie et mort perpétuellement. Mais j'adore passer ça à l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'êtes pas prêt à attacher la ceinture, vous avez le cœur hypersensible, pardon, ne rentrez pas dans ça. L'entrepreneuriat, c'est comme si vous dites que vous voulez être président. Vous allez recevoir des coups tous les jours. Tous les jours, vous aurez par terre. Mais vous devez pouvoir vous rebondir comme un ressort. Mais si vous êtes un ressort cassé, pardon, allez-y bosser pour quelqu'un de 8h à 17h. Parce que ça, c'est vraiment pas fait pour les enfants de cœur. Parce que tous les jours, vous ferez bastonner. En parlant de l'entrepreneuriat, du monde réel ou de la réalité entrepreneuriale qui demande un parcours de guerrier, de combattant surtout. Alors si aujourd'hui, Muntaga Keita, fondateur de Tulips Industries, devait tout reprendre à zéro, quelles sont les 2 ou 3 choses que vous feriez? La même chose. Me mettre devant mon laptop, mettre l'internet et dire let's do it again. Aussi simple que ça. Parce que ça, il fallait que je le fasse. Et s'il fallait le refaire, je le referais. Passer une aventure magnifique. Je n'ai jamais vécu une aventure aussi intense de toute ma vie. Pourtant, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Même des amiraux de navires, de guerre, de porte-avions américains. Oui, j'en ai rencontré à New York. Des milliardaires qui m'ont mis dans leur jet privé quand j'étais aux États-Unis pour partir dans des îles paradisiaques. Ça, ce que je vis là, ça en vaut la peine. Parce que là, je vois qu'avec mes innovations, maintenant qui sont devenues les innovations d'une entreprise, d'un groupe, parce que Tulip, c'est plus Muntaga Keita, c'est un groupe.
d'une 70aine de personnes. Avec ces innovations, nous inspirons beaucoup de jeunes Guinéens, beaucoup de vieux Guinéens. Une fois une maman à l'université Gamal, lorsque j'avais le micro, j'ai fini de parler. Pendant même que je parlais, elle est venue se jeter sur moi. J'ai cru qu'elle m'agressait, mais elle est venue me donner une accolade. Il y a des photos à l'appui. Et elle a pleuré, elle a dit, je ne savais pas, pardonnez-moi d'avoir dérangé, mais je ne savais pas qu'on avait ce genre de personnes encore pour continuer les choses que nous avons laissées derrière. Des gens comme moi, il y a des millions ici en Guinée. Mais ce sont des gens qui ne croient pas en eux, parce que les gens autour d'eux leur disent, ça ne se fait pas en Guinée. Quiconque vous dit que votre rêve n'est pas du tout faisable, quittez cette personne. 99% des gens m'ont dit que mes idées ne sont pas faisables. On est au beau milieu de mes idées aujourd'hui. Ah ouais. C'est la preuve en fait. Alors, un jour, Muntaga Keïta n'existera plus dans ce monde entier. Oh, yes. Et parlant de ça, on vous souhaite longue vie et santé de fer pour continuer à faire toutes ces innovations-là. Et l'argent, beaucoup d'argent surtout. Ah oui, bien sûr. Et ce jour, quand ça arrivera, que voulez-vous que le peuple de Guinée retienne de vous? Que voulez-vous que l'Afrique retienne de la personne que vous allez aider? Ce que j'essaye de faire à partir de maintenant, je prépare moi déjà mon après. Même si mon après vient dans 100 ans, 200 ans, on ne sait jamais, la médecine peut avancer, qu'on vive 1000 ans. Mais lorsque vous semez une idée est immortelle. Lénine est mort depuis longtemps, ses idées continuent. Bob Marley, ses idées continuent. Vous comprenez? C'est une idée que j'essaye de s'aimer. Que yes, notre cerveau a le même poids que le cerveau d'un Chinois, d'un Américain, d'un Français. Croyez en vous. Et après tout, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Les meilleures innovations sont d'abord venues d'ici avant de venir de d'autres continents. Si Pablo Picasso était dans le cubisme et vend ses tableaux à des dizaines, des vingtaines de millions d'euros, il a pris où ce cubisme? Il a pris ça au début du XXe siècle ici, l'art Baga ici, au Bénin aussi là-bas. C'est ce qui s'est inspiré. Même notre masque Nimba l'a inspiré dans son cubisme. Lui, il vend à des millions, nous, on vend à quelques francs guinéens. Vous comprenez? La science était déjà là, la technique était déjà là, on avait nos propres technologies. Bien sûr, ce n'était pas le 0 et le 1 de code binaire, mais on avait nos technologies, nos propres antibiotiques naturels, nos propres remèdes. Je ne dis pas de repartir à 1000% dedans, mais prenons tout ce qui est bon dedans et ramenons ça. Je suis un peu Wakanda. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Africain doit se réveiller et se dire « yes, we can ». OK? Voilà, c'est ça. C'est ça je veux qu'on retienne. Un Africain qui se réveille. Parce que là, on est endormi, là, par l'esclavage, par la colonisation. C'est de se réveiller, de dire « oh, je suis moi-même, je continue là où je m'étais arrêté, ou voire même mieux. J'utilise les technologies des autres pour les améliorer encore plus, encore. Il ne faut pas se dire, il faut recommencer quelquefois aussi à zéro. Hein. On peut utiliser pour les autres, voir ce qui ne va pas, améliorer là-bas, innover. C'est ça l'innovation. Aujourd'hui, on ne parle presque plus d'invention. On parle d'innovation. Les choses existent. Les bornes existent partout dans le monde, mais elles n'existent pas aussi minces, aussi sexy que ces bornes-ci. Elles ne sont pas autonomes. Là, vous débranchez à l'arrière, pendant 2 jours, la borne là, elle fonctionne toute seule. Ça n'existe pas. Et c'est ça qu'on a fait. Génial. Alors, l'autre question que j'ai pour vous, aujourd'hui, bien entendu, Tulips Industries, vous voulez que ça grossisse encore beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui, le capital de Tulips Industries peut être ouvert pour des potentiels actionnaires qui peuvent peut-être venir des Moyen-Orient là-bas, ou peut-être qui veulent venir des États-Unis ou quelque part en Afrique ou même en Guinée? Depuis 2 ans, nous avons quand même moyennement assez de personnes fortunées qui essayent d'investir dans Tulip. Mais j'avais dit non à tous parce que je suis ex-banquier. Je connais le milieu des investissements. Une fois que vous prenez l'argent de quelqu'un, vous lui devez. OK? On était en ce temps, il y a 2 ans, dans un environnement incertain au niveau politique. Les grèves, c'est devant le bâtiment et tout. Donc, je ne voulais pas prendre trop de risques pour les autres. Donc, j'ai préféré fonctionner à fonds propres jusque-là. Mais à partir du mois de janvier, nous allons encore réfléchir parce que je suis en train de constituer une sorte de board of directors qui va vraiment, un collège qui va vraiment nous aider à prendre de meilleures décisions. Quand est-ce qu'on ouvre? Si à partir de janvier, voilà, mieux qu'un conseil d'administration aussi, c'est-à-dire des gens qui étaient ex-premiers ministres en Guinée, ailleurs, qui feront partie de cela pour nous donner de meilleurs conseils. Si la mangue est assez mûre pour ouvrir, mais si on ouvre, moi, en tant que
binational guinéen-américain, j'aimerais aussi être coté dans une des bourses à l'international, pas seulement en Guinée. Donc que les gens puissent, même si c'est des penny stocks, c'est-à-dire c'est la valeur de l'action vaut $1 ou $2, mais c'est beaucoup. Mais déjà, la valeur, nous, peut commencer à partir de $100, $200, peu importe. Mais à partir de janvier, nous allons voir quelle est l'orientation. Mais est-ce qu'on a déjà besoin de l'argent, de ce type d'argent? C'est là aussi la question. Parce que nous, d'après notre fonctionnement, comment j'ai structuré aussi, la vente de notre matériel, les services que nous apportons, nous apportera aussi assez de cash pour subvenir à nos besoins. Est-ce que nous avons besoin de là? Vous comprenez? Donc, même si on n'a pas d'argent en période creuse, la vente de quelques bornes nous suffit. Vous comprenez? On n'est pas là que pour s'enrichir. Nous, on veut plus développer nos infrastructures, développer les jeunes. C'est l'investissement social aussi, ce que nous essayons de faire. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est pratiquement à la fin de cette interview-là. Et quel est le message que vous avez aujourd'hui pour la jeunesse guinéenne d'un côté et de l'autre côté de la diaspora guinéenne? Vous faisiez partie de cette diaspora-là. Et ils sont nombreux là-bas qui peuvent venir mettre les compétences au service de la Guinée. Quel est le message que vous avez aussi à partager à ces personnes? À la jeunesse guinéenne, concentrez-vous d'abord énormément dans la vingtaine, dans vos études. Okay? Arrêtez de penser que tout le monde doit être commerçant. Parce que tout le monde essaie de vendre quelque chose, de gagner quelque chose. Je comprends, on essaie de subvenir aux besoins. Mais à force d'aller trop dans le commerce, vous oubliez la formation. Formez-vous à fond. Aujourd'hui, la formation n'est pas seulement dans ces universités. Il y a, comme je dis, tonton Google, tanti YouTube, il y a les bibliothèques en ligne. Si j'ai pu en Guinée apprendre des choses que je ne connaissais pas du tout, c'est quoi une résistance condensateur, des logiciels d'analyse de stress, du métal, mais j'ai appris. Apprenez, faites la même chose. Au lieu d'être sur Facebook, sur Insta toute la journée, parce que, disons-nous la vérité, vous passez votre vie entière. Moi aussi, je passe une partie de ma vie sur ces réseaux sociaux. D'accord, mais coupez la poire un peu en deux. Si vous passez 4 heures de temps sur Insta, Facebook et autres, passez 1 heure de temps seulement à vous former dans une chose. Une seule chose. Vous serez expert en 1 mois, 2 mois, et vous pourrez ouvrir un business. Ça, c'est aux jeunes Guinéens. Croyez en vous-même, sinon personne ne croira en vous. Au début, tout le monde dira, vous êtes fou, t'es un fou. Tu as pris ça de ta mère, tu as pris ça de ton père. Mais dès que vous réussissez, croyez-moi, j'ai beaucoup plus d'oncles de tantes aujourd'hui. Oh, tu sais que je suis ta tante, la cousine, 9e cousine de ta maman. Vous comprenez? Quand vous réussissez, maintenant, tout le monde est parenté à vous. Quand vous ratez, tout le monde dira, vous êtes fou, vous avez pris de votre mère ou de votre père. Vous comprenez? Ça, c'est aux Guinéens. Croyez en vous, faites-le. Même si les autres n'y croient pas, faites-le. Woody Premier, c'est mon ami d'enfance. Lui, il croyait en ses rêves. Depuis qu'on était, il aimait beaucoup blaguer. Aujourd'hui, qui est star? Je l'adore. Il a réussi, il est dans ses rêves, il a foncé à fond. Ses parents ne l'ont pas freiné. C'est qui la star aujourd'hui? C'est Woody Premier. J'adore et je le félicite tout le temps. Pour moi, c'est un modèle. Et c'est mon ami d'enfance. On a grimpé les manguiers ensemble. Voilà. Donc, Woody, continue. Voilà. Aux Guinéens qui sont à l'extérieur, vous vous formez. Vous étudiez, vous formez, d'accord. Vous avez de l'expérience aussi, tout, d'accord. Mais pensez à revenir au bercail. La Guinée n'est pas un cimetière. Parce que ce que les gens aiment, c'est de vivre très bien là-bas, dans une zone de confort. Dès qu'ils meurent, on dit, j'aimerais que mon corps soit renvoyé dans mon village. Non, ce n'est pas un cimetière. Ce n'est pas un parking ici pour cadavres. Contribuez. Contribuez. Soit de là-bas, vous faites des affaires entre là-bas et ici pour que l'argent vienne ici. Pas l'inverse, hein, que l'argent guinéen aille là-bas. L'argent doit plutôt revenir par là, soit revenez ou bien quelque temps dans l'année, passez par la Guinée, faites du business, faites à ce que l'argent arrive ici, enrichissez le pays. La diaspora africaine aujourd'hui apporte plus de 4 milliards de dollars par an à l'Afrique. Mais malheureusement, les perruques que nos femmes achètent, désolé, c'est plus de 10 milliards qui sortent de l'Afrique aussi. Vous comprenez? Donc, fabriquons localement pour garder l'argent localement. Faisons des affaires avec l'étranger, mais en vendant pour que l'argent de l'étranger arrive chez nous. Enrichissons notre pays, mais ne dépouillons pas le pays. Beaucoup dépouillent. Comprenez? Beaucoup dépouillent. Tout ce qu'ils gagnent ici, ils construisent une maison dans un autre pays. Non, c'est l'inverse. Tout ce que vous gagnez là-bas, construisez ici. Les affaires que vous faites, c'est par ici. Je suis égoïste pour ma Guinée.
OK. Mais après la Guinée ici, je passerai au Sénégal, Côte d'Ivoire, parce qu'on a des... En fait, je suis égoïste pour ma Guinée et pour l'Afrique aussi. Je veux que l'Afrique se renforce. Après ma Guinée, c'est l'Afrique aussi qui m'intéresse. À chaque continent de se débrouiller après Bien tout. sûr, super. Alors, vous allez regarder cette caméra et vous allez nous partager tout ce que Tulips Industries peut apporter à la Guinée aujourd'hui pour pouvoir digitaliser notre système d'information dans sa globalité. Alors c'est très simple. Je l'ai répété il y a 3 ans. Nous allons digitaliser ce pays-là, millimètre par millimètre. Ça a commencé depuis plusieurs années et ça va continuer. Peu importe, et nous n'allons jamais nous arrêter parce que c'est notre pays et c'est notre continent. Si ce n'est pas nous qui le faisons, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, quand? Et si ce n'est pas ici que ça commence, où est-ce que ça commencera? En Asie, aux États-Unis, non, c'est par ici que ça doit commencer. Nous allons tout digitaliser. Nous avons déjà commencé par le secteur de l'agriculture, qui a le vent en poupe, le secteur aussi de l'alimentation scolaire. Nous sommes avec les institutions internationales, placer des bornes et autres. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, nous avons fait des propositions, pas de réponse. Mais nous allons continuer, peu importe, pour digitaliser aussi le système scolaire, mais une digitalisation propre à nous, pas des choses importées d'ailleurs, mais propre à nous, pour renforcer nos élèves, pour mieux les éduquer. Ensuite, le secteur de la sécurité. Nous avons une panoplie de choses dans le côté civil du secteur de la sécurité, bien sûr, pas le côté militaire. Nous allons renforcer aussi les capacités et là aussi, nous avons des idées, nous avons des schémas, des plans, des projets. Si le secteur de la sécurité veut bien travailler avec nous, nous pouvons faire cette digitalisation. Parce que nos données ne doivent pas transiter par un autre pays pour revenir ici. Lorsque nos passeports, la Malaisie a des problèmes et que le Guinéen n'arrive pas à avoir de passeport, je dis non, nous pouvons le faire ici, une data center ici, toutes nos données biométriques ici, telles que la santé aussi, la même chose. Aucune donnée, parce que c'est de la loi guinéenne de 2016 sur la protection des données à caractère individuel, que les données doivent être protégées, être ici. Hors de question que ça aille, alors il faut qu'on le fasse. Tulip a même une data center qui est en train de naître pour que toutes les données ne transitent jamais sur un cloud, que tout soit là. Nous ne parlons pas là d'une data center avec la collaboration de notre pays qui va après sucer les données. Non, elle doit être guinéenne, cette data center, pour garder cela ici. Nous avons d'autres secteurs de l'aéronautique avec des projets qui ne peuvent pas être dévoilés maintenant. Tous ces projets sont là et tous ces projets sont réels. Et s'il y avait assez de financement, eh bien, je vous promets que ce serait au mois de mars prochain que vous verrez ces choses dehors. Mais nous devons aller petit à petit. Donc, il y a tous ces projets. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. La tablette HealthScan. Je peux me déplacer avec cette tablette, aller à Yomo, aller à l'Abbé, aller à Kindia, rentrer dans la petite maison d'une femme enceinte et faire son échographie sur son lit, lui montrer les images de son bébé, de son fœtus, envoyer les images à Donka ou à Ignasdine en direct. Ça, c'est avec notre HealthScan. Je peux prendre une image d'une femme dévêtue au niveau de la poitrine et lui dire il y a des soupçons de cancer du sein. Allez-y faire une mammographie. En tout cas, il y a un soupçon, il y a des indices là. Allez-y faire cela. La prévention est meilleure. On peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux prendre mes battements cardiaques, le tout, transmettre en direct à Donka, à Ignasdine, que eux ils voient, parce que je l'ai fait. Une fois, un jour au ministère de la Santé, à travers mon téléphone, mon employé ici s'est connecté, eux envoyaient ses tracés cardiaques au ministère alors qu'il était là, de façon sécurisée. C'est ça aussi la télémédecine, c'est du Made in Guinée. Nous allons digitaliser tous ces secteurs clés et nous approprier les données ici et créer des algorithmes d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, le monde est géré par l'intelligence artificielle. Et tout cela sera guinéen, je vous le promets. Wow. Alors, vous l'avez compris, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, Tulips Industries, c'est un tout en un. Alors, Mountaga Keita, il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout simplement possible, c'est même inévitable, mais c'est à chacun de nous d'en faire une réalité. Merci à vous et à très très bientôt pour un prochain numéro des coulisses du succès. Au revoir.